Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous ai pas fait de résumé depuis deux séances, donc je vais vous faire un résumé général depuis le début, au moins en ce qui concerne les avancées scientifiques, c'est-à-dire ce que j'appelle les conjectures, hein, mais on peut parler d'hypothèses de travail. Donc, on en a cité 3 et 2, 5. Donc, la subitisation, la stabilité des images techniques, l'abstraction qui s'oppose à la construction concrète, le modèle TGR, et le passage à la dizaine, hein, ou le passage à 10. Donc, on peut reprendre le diaporama pour représenter de façon résumée ces différentes hypothèses. Donc, commençons par la subitisation. Bon, on en a largement parlé. Donc, la subitisation, c'est la perception immédiate des quantités. Cette perception immédiate est limitée aux quantités 1, 2 et 3. On peut parler aussi du vide, hein, de l'absence, pourquoi pas. Et voilà, à l'écran, on fait défiler les différentes quantités. Il est évident que celle-ci, par exemple, 3, il n'y a pas besoin de compter. Et par contre, à partir de 4, bien sûr, il faut compter, dénombrer. Alors, voilà, Pont du Gard, hein, bien évidemment. On s'aperçoit aussi que la construction avec des quantités perçues immédiatement, eh bien les constructions, on les perçoit aussi quasi immédiatement. Hein. Donc c'est intéressant, ça permet, ça valide la présentation faite par les chiffres romains. Je vais reprendre le diagramme, hein, qu'on a déjà vu, hein. Bon, très rapidement, hein, donc ce diagramme, alors tout ceci, hein, on le retrouve dans le diaporama que vous avez. Donc cette subitisation est largement mise en évidence par ce diagramme. Ainsi, donc il s'agissait de donc en 92, hein, ça a été fait en 92. L'expérimentation et la publication date de 92, donc c'est pas non plus très ancien, mais de façon empirique, eh bien, on en a l'utilisation de cette perception immédiate, hein, depuis les temps les plus anciens. Le système de numération sumérien ou mésopotamien, les systèmes chinois et indiens en brahmi utilisent, comme on a vu, les barres horizontales pour représenter les quantités 1, 2, 3. Oui, pour revenir à ce tableau, à ce graphique, donc on voit bien le temps de perception qui est rapide, il n'est pas nul, hein, puisqu'il faut le temps de la durée de la perception visuelle, hein.
Ça, c'est la prise de conscience qui rallonge, très faiblement le temps de la perception visuelle. 600 millisecondes, c'est le temps en gros de la perception visuelle. Et après, eh bien, ce temps est rallongé à partir de 4 pour laisser le temps de compter. Donc pareil, on a vu pour les erreurs, donc ce diagramme de barre sur l'échelle des ordonnées à droite, on a en fait un taux d'erreur et on s'aperçoit que le taux d'erreur dans les perceptions des quantités est proche de 0 pour 1, 2, 3 et il augmente très rapidement à partir de 4, 5, 6, etc. Et ensuite c'est une progression linéaire donc pour les quantités au-dessus de 6. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la subitisation? Voilà, donc c'est quelque chose que l'on répète depuis le début, mais c'est la base de départ du système de numération. Ça devrait être la base de départ du système de numération, et en tout cas, ça l'est avec le booléen. Pour l'image stable, l'image technique, on va revenir en arrière. Peut-être qu'on peut prendre aussi, pour cette image stable, l'image technique que l'on a choisie pour le théorème de Pythagore. Différentes expérimentations informelles ont été faites sur le sujet. Quand on décrit le théorème de Pythagore grâce à des figures, essentiellement des triangles rectangles, eh bien, on mélange ces représentations avec les définitions, etc. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un temps très bref, eh bien, s'il n'y a pas réactivation de la mémoire, le théorème de Pythagore est oublié. Alors que quand on choisit une image technique, on va revenir sur le sujet, eh bien, cette image technique est une image concrète, par exemple la corde à 13 nœuds, eh bien, l'expérience prouve que plusieurs années après, le théorème de Pythagore va prendre l'apparence de cette corde à 13 nœuds qui permet de reconstruire un exemple où on retrouve la définition du théorème de Pythagore. Donc c'est un bon exemple d'une image qui a été stabilisée en la rendant concrète, en choisissant une représentation concrète. Les représentations telles que les triangles, la construction à partir de carreaux élémentaires sur chacun des côtés, eh bien, ça reste une définition abstraite, puisque c'est notre esprit qui l'a construite, alors que la corde à 13 nœuds, eh bien, une corde, tout le monde a vu une corde, et on se retrouve avec une image, une abstraction empirique comme le montrait Piaget. Enfin, ou comme Piaget. Piaget fait la distinction donc entre ces abstractions empiriques qui sont données par l'environnement et les abstractions pures que l'on est obligé de construire mentalement. En tout cas, une image technique pour être stable, on va reprendre d'autres exemples, l'image technique pour être stable doit être une image concrète. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont creusé ce qu'on appelle les différentes théories
de la mécanique, eh bien, lors de mes études, j'ai retenu un mot qu'on utilise, ou une expression qu'on utilise. À l'époque, on n'avait que ça à se mettre sous la dent. Donc pour représenter la mécanique céleste ou la mécanique quantique, eh bien, on avait à sa disposition une équation de Schrödinger, je ne sais pas si je l'ai là, donc que bien entendu on s'empresse d'oublier, hein, parce que bon, enfin, je l'ai pas sous les yeux, mais tapez sur Internet équation de Schrödinger et vous verrez la complexité de cette équation. Et donc, jusqu'à une date assez récente, on n'avait que cette équation. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas étudiée pendant des années, cette équation, elle ne vous dit rien. Par contre, depuis quelque temps, on cherche... alors cette équation de Schrödinger, elle marche pour la mécanique à l'échelle microscopique, hein, ou à l'échelle des atomes, et elle ne marche pas pour la mécanique céleste, hein, la mécanique de Newton par exemple. Hein. Donc la mécanique de Newton, eh bien, elle dit que les corps s'attirent, hein, donc en fonction de l'inverse du carré de leur distance, et cette attraction, eh ben, c'est ce qu'on appelle l'attraction universelle. Les planètes entre elles, la Terre tourne autour du Soleil, les satellites dans la Lune tournent autour de la Terre, et donc c'est ce qu'on appelle la gravité qui donne cet équilibre. Mais on a une formule assez simple, mais qui bien sûr ne fonctionne pas au niveau des atomes. Les atomes, ça peut être considéré aussi comme autour de l'atome, bien les électrons sont à une certaine distance de l'atome, et donc ils sont quelque part reliés à l'atome par une attraction aussi. Mais l'attraction donc l'attraction qu'on utilise pour les planètes ne fonctionne pas à l'échelle microscopique. Et depuis quelques dizaines d'années, les chercheurs essayent de relier les phénomènes microscopiques et les phénomènes célestes, on va dire, qu'on trouve en astronomie. Et on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui une théorie qui marche pour les deux. Mais certains avancent une théorie qu'on appelle la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, bon, si on déploie ces quelques définitions pour prendre conscience de ce que c'est la théorie des cordes, ben voilà, on tombe sur des équations du type de Schrödinger. Mais cette théorie des cordes, en fait, on peut retenir son fonctionnement général de façon très simple. Cette théorie des cordes, on s'est appuyé sur les travaux les travaux de Pythagore, tout simplement. Pythagore, il y a moins 500 avant Jésus-Christ, vous voyez. Pythagore a travaillé sur la vibration des cordes. Alors, je ne sais plus comment on appelait les harpes de l'époque, hein, mais qui avaient quelques cordes que l'on pouvait faire vibrer. Et donc, Pythagore a bâti une théorie sur la vibration des cordes avec des nœuds, des ventres de vibration, et puis aussi en raccourcissant la corde, etc. On a une vibration différente. Et il se trouve que la théorie des cordes, eh bien, si on veut mémoriser un peu
cette théorie qui relie donc la mécanique quantique et puis la mécanique céleste, eh bien, c'est une histoire de cordes, hein, une vibration, plus la corde est longue, ou là, quand la corde est petite, ou quand la corde est longue, c'est la même théorie qui marche dans les deux cas. Donc, cette théorie des cordes, eh bien, on peut tout simplement utiliser cette représentation d'une corde qui vibre, comme l'expliquait Pythagore. Voilà. Et donc, on ne peut plus l'oublier. Hein, maintenant, je peux vous interroger dans 10 ans sur cette histoire de corde. Ben, le principe général, c'est une vibration, hein, une onde, hein, on va dire ça comme ça. Et a priori, ça serait l'explication de... donc, ça serait cette théorie qui unifierait, qui n'aurait pas de limite entre l'approche microscopique et puis l'approche macroscopique. Voilà, donc ça vous donne pas l'explication, mais ça donne une image, et quand on vous parlera de la théorie des cordes, ben vous ferez la relation avec les cordes avec les cordes d'un instrument à cordes qui vibre, et donc ça vous donne au moins une image, et là c'est une image technique, hein, on voit très bien une harpe, et une harpe que l'on fait vibrer avec son doigt. Ça vous donne une image technique qui ne peut plus s'oublier. Et qu'on relie donc à cette construction ou cette théorie universelle qui permettrait d'expliquer les phénomènes micro et macroscopiques. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, la corde à 13 nœuds parfait, l'équation de Schrödinger, on a vu. La sérendipité, on a parlé de ce mot. Bon, là aussi, c'est une définition complètement abstraite, hein, c'est la découverte d'une propriété ou une découverte scientifique qui est arrivée par hasard. Eh bien, la découverte, je crois je vous l'avais cité, la découverte des Amériques, eh bien, Christophe Colomb, il partait pas pour découvrir l'Amérique, il partait pour découvrir les Indes, et il a découvert, sur son chemin, les Amériques. Et donc, sérendipité, eh ben, on peut décomposer le mot, on peut décomposer sérendipité. Alors à ce moment-là, on va utiliser, disons, la mémoire, comment dit-on, la mémoire mnémotechnique. Hein. On peut imaginer donc le voyage de Christophe Colomb entre le Portugal et les Amériques. On voit les cartes, et il se rendit en Inde, entre guillemets, et il en fut fort dépité, puisqu'il a trouvé autre chose que les Indes. Donc, sérendipité, on peut se forger une image des Amériques et de l'Europe ou de l'Atlantique, et retenir cette image pour expliquer le terme de sérendipité. On a bien une image technique sur un exemple. Hein, sur un exemple, il se rendit, mais ça n'a rien à voir avec le mot, mais là c'est la mnémotechnique qui joue, hein, mais on peut l'utiliser, et il est sûr que en mémorisant l'exemple, on peut retrouver le mot et le sens du mot assez facilement grâce à cette image technique. Le mot, normalement, doit arriver très rapidement lorsque on focalise son attention sur l'image technique. Hein, c'est le diagramme de Vygotsky. Il y a d'un côté les mots, de l'autre côté l'image technique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, bon, c'est la stabilité de l'image. Donc ça, c'est une hypothèse de travail. Est-ce que c'est un passage obligé
un passage obligé sans qu'on s'en aperçoive, de mémorisation. Voilà, je pense que c'est un passage obligé, mais c'est vrai qu'à l'école, on a plutôt tendance à empiler les images techniques. Les images, tout au moins, on a tendance à empiler les images sans penser à donner une image première, une image technique, à laquelle on pourra raccrocher toutes les autres images que l'on découvrira par la suite. Alors, oui, l'abstraction vs la construction concrète, hein, on oppose l'abstraction et le concret, on a vu ça pour les chiffres, hein, bien évidemment. Les images des quantités 1, 2, 3, c'est une construction concrète qui peut nous permettre, comme on le fait avec le boulier, de tout reconstruire. Mais cette construction concrète, eh bien, on va pouvoir, pour toutes les notions mathématiques, on va pouvoir l'utiliser. À condition de donner une image concrète à chaque notion, pour fixer dans la mémoire les définitions de ces notions. Voilà, le modèle TGR, donc, alors on a parlé de la subtilisation, de l'image, de la stabilité des images techniques, ou de l'image technique, hein, puisqu'on va choisir une image technique par notion. La construction concrète, hein, toutes les notions, tout ce qu'on va découvrir, tous les barreaux de l'échelle logico-arithmétique, eh bien, on va à chaque fois avoir une image concrète. Ensuite, le modèle qu'on utilise pour construire à partir des barreaux précédents, hein, pour construire toutes les notions, on a vu cette construction, donc à partir des notions spontanées, on a vu la construction des tableaux, on a vu le zéro avec les damiers chinois, avec les baguettes chinoises, et lorsque une case d'un damier est vide, eh bien, c'est la définition du zéro, l'espace vide ou l'absence, hein, l'absence de quantité. Donc les nombres, eh bien, se construisent au boulier de la même façon, c'est-à-dire que on a entre chaque nombre, eh bien, on a une petite construction, et donc une petite transition, généralisation, représentation. Quand on part d'un nombre, eh bien, prenons le nombre 6, on reviendra aussi sur le sujet avec les tableaux, mais on part de la représentation de la quantité 6 au boulier, hein, vous fermez les yeux, vous devriez voir donc cette représentation. Si on rapproche une autre perle, eh bien on voit les deux images, 6 et 7, on voit les deux images donc au boulier, 6 qui devient 7 par rapprochement d'une autre perle. Et ce rapprochement, eh bien, c'est tout simplement, peut-être en utilisant le tableau d'inventaire, hein, plutôt que le tableau partie-partie-tout, qui est que l'on a survolé l'autre jour. Le tableau d'inventaire, eh bien, donc, nous explique que le tout, eh bien, est formé des différentes parties. Donc les parties, là, dans ce cas-là, c'est 6 et la perle qu'on rapproche. Hein. Cette transition entre 6 et 7 est faite de façon très simple au boulier. Mais on est bien dans le cadre du modèle TGR. Ensuite, eh bien, la définition de 7 par rapport à 6, eh bien, c'est le nombre, hein. On va voir aussi peut-être, on va voir aussi, oui, peut-être pour oui, j'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure. Bon, on va revenir sur
le sujet. Donc la généralisation de 7, eh bien, c'est le nombre 7. Hein, c'est le nombre 7. Et on va revenir sur le modèle de Stanislas de Hahn. C'était avant ou c'était après? C'était avant ou c'était après? Voilà, alors c'est là. Le modèle de Stanislas de Hahn, donc 3 représentations. Le code analogique, c'est ce que nous, on appelle, c'est la représentation des quantités, hein, notamment au boulier. Et jusqu'à 3, tout va bien. Et au-delà de 3, le code analogique, tel qu'il en parle de Hahn, eh bien, son schéma n'est plus bon à partir de 4. Et il le dit très clairement, donc en lisant de près code analogique, le code analogique est un code non symbolique. Il correspond à la capacité innée de traiter les quantités représentées par des objets. C'est-à-dire qu'il élargit la définition, et pour lui, eh bien, même une quantité de, je sais pas moi, de 20 jetons, eh bien, le cerveau se représente malgré tout cette quantité, mais de façon imparfaite. Hein. Mais en première approche, on pourrait, s'il y avait 20 jetons, dire, ben voilà, il y a 15 jetons, ou il y en a 25. Donc, il définit bien le code analogique, mais il ne précise pas qu'en dessous de 3, alors que c'est lui qui a travaillé sur le sujet, qu'en dessous de 3, eh bien, c'est une représentation analogique innée. Il en parle d'ailleurs. Il correspond à la capacité innée de traiter des quantités, représentées par des objets. Donc, en dessous de 3 et au-dessus aussi. Alors bien sûr, eh bien, les autres représentations sont complètement abstraites. L'écriture et le chiffre. Donc, une représentation concrète, le code analogique, et 2 représentations abstraites. Voilà, donc la construction par le modèle TGR, on va l'appliquer systématiquement, donc jusqu'à pour la construction de toutes les notions, y compris l'équation de Schrödinger. Si ça nous chante, eh bien, il est possible de représenter ou d'utiliser le modèle TGR à chaque étape pour arriver, in fine, par exemple, à cette équation de Schrödinger à laquelle je n'avais rien compris à l'époque et je suis toujours dans cet état-là. Mais si on doit y arriver, il faut inclure des étapes avec des images concrètes à chaque étape. Il faut inclure des images concrètes à chaque étape. Donc je répète, subutilisation, stabilité de l'image technique, l'abstraction qui s'oppose à la construction concrète, et nous bien sûr on va utiliser cette construction concrète avec chaque fois une image technique, et le modèle qui sera utilisé, TGR, et bien sûr R pour représentation, c'est la représentation, ce sera l'image technique que l'on aura choisie pour la notion. Pour les tableaux, on a survolé le tableau partie tout, bien sûr les tableaux on va choisir les tableaux comme image technique, donc on reviendra sur le sujet prochainement. Le passage à 10. Le passage à 10, on a vu pour l'addition, hein, c'est une évidence. Le passage à 10, eh bien, c'est la dizaine qui est représentée par les 2 quinaires. Chaque fois que l'on a ces 2 quinaires qui sont activés, eh bien, on est dans le cadre du passage à 10.
Donc pour l'addition, il n'y a pas de piège, ça fonctionne très bien. On voit systématiquement le passage à 10. Pour l'addition, faite de façon simple, hein. Si on utilise des techniques de calcul mental, hein, par exemple 8 c'est 10 moins 2, là, effectivement, on ne va pas voir le passage à 10. Mais le passage à 10, pour que les enfants prennent bien conscience, il faut utiliser systématiquement la méthode simple. Hein. 8 c'est 5 et 3, enfin 8 c'est 8 et 2, passage à 10, et ensuite on rajoute les quantités au-dessus. Pour ce qui est de la soustraction, alors, la soustraction, on n'a peut-être pas insisté, on a fait quelques soustractions, mais on n'a pas insisté sur les différentes formes de soustraction. Bon, à part le fait que le tableau partie-partie-tout est une première approche de la soustraction, et cette approche était privilégiée, bien sûr, avant l'invention de la soustraction, c'est-à-dire dans l'Antiquité, on savait calculer des soustractions, mais on utilisait le calcul de l'écart entre deux nombres, et ce calcul de l'écart, eh bien, ça se fait de façon mentale, et on verra en calcul mental qu'il n'y a qu'une façon de calculer les soustractions, c'est le calcul de l'écart. Sinon, on aboutit très rapidement on arrive à saturer la mémoire de travail, trop de chiffres, hein, pour respecter l'empamnésique. Donc il faut se limiter à 7 chiffres environ. Donc alors, si vous voulez ce petit résumé, hein, vous pouvez en parler samedi. Hein, donc samedi, je ne serai pas là. Je suis, comme on dit, en mission humanitaire au Togo. Et donc, l'Internet n'a pas fonctionné l'autre jour ici à Jauberty. Et donc, là-bas, il y a de l'Internet, mais on prendrait des risques si je devais me connecter là-bas. Donc, Alain et Sylvie, si vous voulez animer la séance, donc en programmant là, cette vidéo, hein, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter entière, hein, bien sûr. Hein, simplement, c'est un rappel, hein, ça peut aussi ça vous permet de poser quelques questions. Et ce que l'on peut faire pour cette soustraction, pour la soustraction, on n'a pas abordé les différents cas. Moi, j'aurais 3 cas à vous proposer, à moins que je vous les laisse découvrir. 3 cas où, au moins dans certains des cas, au moins peut-être 2, on ne voit pas forcément la retenue ou le passage à 10. Donc il y a au moins un cas où on pourrait ne pas voir le passage à 10. Donc, c'est facile, hein, il faudrait faire 3 soustractions. Premier cas, le chiffre du terme le plus grand est plus petit que le chiffre du second terme, allez, on va dire premier terme, deuxième terme. Hein. Donc, premier terme, le chiffre est inférieur au chiffre des unités du deuxième terme. Deuxième cas, le deuxième cas, c'est quand le chiffre du premier terme est supérieur au chiffre du deuxième terme. Et troisième cas, il me semble, c'est quand le chiffre
inférieur, bon, vérifier, hein, il faut déposer les opérations. Il y a au moins 2 cas et peut-être 3. Hein. Vérifier, il faudrait faire en sorte de, pour toutes les soustractions, quels que soient les chiffres des unités des 2 termes, il faudrait eh bien, voir le passage à 10, c'est-à-dire les deux quinaires qui apparaissent dans la colonne des unités. Voilà, je vous laisse petit travail. Et puis, je vous dis donc pas samedi, pas le samedi suivant, mais le samedi, donc samedi prochain. Voilà, donc si Alain et Sylvie peuvent animer. Le samedi en 8, pas le samedi prochain, mais le samedi en 8, donc euh, on va pas faire de formation, on va annuler, puisque Alain est avec moi au salon aux Journées nationales de la PMEP, hein, des profs de maths, et le samedi d'après, ben, on reprend tout à fait normalement, hein, donc samedi en 15, quoi. Voilà, donc à bientôt, travaillez bien, bonne semaine, avec un S, hein, bonne semaine. Merci, à bientôt.